Bien le bonjour, bien le bonsoir à tout un chacun de vous. Nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui dans le cadre de ce nouveau cours qui n'est autre que le contentieux administratif. Quels sont les objectifs de ce nouveau cours? En tout premier lieu, le cours de contentieux administratif va vous permettre de comprendre les principes fondamentaux de cette matière. Ensuite, nous allons essayer d'identifier les juridictions compétentes et les procédures en matière administrative. Le développement va vous permettre de maîtriser les différents types de recours contre l'administration. Et enfin, cela va vous permettre d'appliquer les règles du contentieux administratif. Permettez-nous de partager rapidement avec vous les points saillants du plan du cours que nous aurons à développer tout au cours de cette vidéo. En termes d'introduction générale, nous allons essayer de couvrir la définition de la matière qui n'est autre que le contentieux administratif. Nous allons essayer de présenter l'importance du contentieux administratif dans l'état de droit et la protection des administrés. Le cours va vous permettre de faire ressortir les spécificités du contentieux administratif haïtien. Et en premier plan, nous allons avoir les fondements du contentieux administratif, tels que les diverses sources, les sources constitutionnelles, les sources internationales, etc. Nous allons avoir les principes généraux qui gouvernent cette matière qui est le contentieux administratif. Nous verrons l'organisation de la juridiction administrative en Haïti, telle que la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Nous allons avoir l'organisation de la juridiction administrative en Haïti. Ensuite, toujours dans les grandes lignes de ce que nous aurons à voir, nous verrons les recours devant le juge administratif. Un autre point important qui fera l'objet de notre cours, ce sont les procédures particulières en matière de contentieux administratif. Et nous poursuivrons avec les effets des décisions du juge administratif et éventuellement, nous verrons une étude de cas pratique et nous parlerons de la jurisprudence haïtienne en matière de contentieux administratif. Et en dernier point, nous ferons une synthèse et établir aussi des perspectives dans le cadre de ce cours. Il faut vous dire que le cours sera divisé en deux parties. La première partie comportera 3 chapitres qu'on va voir dans cette vidéo. Et la deuxième partie fera l'objet d'une autre vidéo qu'on verra sous peu. Nous pouvons commencer rapidement. Le temps pour vous peut-être de vous rafraîchir. Si vous avez une bouteille d'eau, un peu de jus, vous pouvez toujours vous faire accompagner d'une boisson afin de vous altérer parce que le cours va être un peu volumineux. Donc, nous espérons que vous êtes tous disponibles et disposés pour l'exposé de ce cours. Comme on l'avait dit tantôt dans le cadre du plan, la première chose qu'on va voir dans notre nouvelle matière qui est
qui sont les contentieux administratifs, c'est la définition de la notion de contentieux administratif. C'est ainsi qu'on vous dit que la notion de contentieux administratif s'articule sur deux concepts. Le premier, c'est contentieux et le deuxième concept, c'est administration. Donc, en ce sens, lorsqu'on voit le terme de la matière, est composé de deux mots, en d'autres termes de deux concepts. Premièrement, il y a le contentieux et deuxièmement, il y a l'administration. Donc, nous allons essayer de définir le premier aspect de notre matière qui se trouve être le contentieux. Qu'est-ce qu'on entend par contentieux? Le terme contentieux peut désigner plusieurs choses. Première définition qu'on peut donner au terme contentieux, c'est un ensemble de litiges susceptibles d'être soumis aux tribunaux ou de contestations soulevées devant une juridiction. Sans oublier que le terme originel vient du latin contentiosus, qui signifie querelle, débat, discussion, donc contestation. Donc je reprends succinctement. Notre matière qui est le contentieux administratif est composée de deux mots. Premièrement de contentieux et deuxièmement d'administration. C'est-à-dire ce sont les contentieux qui surviennent au sein de l'administration. Donc si on doit retrouver une définition à donner au terme contentieux, on peut dire que le contentieux se définit comme étant un ensemble de litiges susceptibles d'être soumis aux tribunaux ou de contestations soulevées devant une juridiction. Donc le terme provient du latin, d'un mot latin qu'on appelle contentiosus, qui signifie querelle, débat, discussion, donc contestation. À cet égard, un contentieux peut porter sur des questions de constitutionnalité, par exemple, c'est-à-dire d'interprétation d'actes subordonnés ou reliés à la Constitution. Il peut être un contentieux de contrôle technique ou un contentieux général de la sécurité sociale, etc. C'est-à-dire, les contestations peuvent survenir dans plusieurs champs relevant du droit. Automatiquement, cela existe. On parlera de contentieux. Un exemple très simple. Un service technique spécialisé dans la gestion des litiges et contestations. Il en est ainsi de la facturage dans le cas des entreprises. Et le deuxième terme qu'on retrouve dans notre matière, c'est le terme administratif. Le second terme est administratif, c'est-à-dire tout ce qui est dérivé ou relatif à l'administration, comprise comme l'action des services publics, des personnes morales de droit public et des établissements publics subordonnés à l'État, poursuivant un objectif de service public ou mettant en œuvre des prérogatives exorbitantes de droit commun, c'est-à-dire des procédures de droit administratif. Donc, pour synthétiser ce que nous venons de dire, notre matière qui s'intitule, pas vrai, contentieux administratif, dans cette matière, on retrouve deux mots. Premièrement, le mot contentieux et en deuxième lieu, le mot administratif. Donc, si on doit continuer avec la définition du contentieux administratif, donc lorsqu'on parle de contentieux administratif, cela revient à désigner l'ensemble des litiges ou contestations nés de l'action administrative et sous l'emprise du droit administratif, c'est-à-dire exorbitant de droit commun et soumis
à des règles spéciales de règlement. Je reprends la définition de la matière qui est le contentieux administratif. Le contentieux administratif, comme étant une branche du droit, peut se définir comme étant l'ensemble des litiges ou contestations nées de l'action administrative. Nous verrons plus tard que toutes les contestations ne dérivent pas de l'administration. Si la contestation ne dérive pas d'une action de l'administration, automatiquement, vous pouvez conclure dès à présent qu'on ne pourra pas parler de contentieux administratif. C'est-à-dire que les litiges ou les contestations doivent naître de l'action administrative et sous l'emprise du droit administratif. En ce sens que l'existence d'un litige relevant du contentieux administratif est la première condition sine qua non du contentieux dit administratif. Je reprends, et c'est l'essence même de la matière. Sans l'existence de cette question de litige qui est un caractère administratif, c'est-à-dire qui tombe dans le champ du droit administratif ou encore par le fait de l'administration, sans cet aspect, on ne pourra plus parler de contentieux administratif. Donc, on vous dit que l'existence d'un litige relevant du contentieux administratif est la première condition sine qua non du contentieux dit administratif. Il faut donc qu'il y ait une contestation dite administrative, c'est-à-dire qui relève de l'administration publique. Si le litige ou encore la contestation n'est aucune relation avec l'administration publique, on ne pourra pas parler de contentieux administratif. Donc, en ce sens, une contestation ou un ensemble de contestations nées de l'action administrative se déroulant, sauf très rares exceptions, sous un régime de droit public. Nous reprenons un petit peu l'expression du contentieux administratif parce que il est important que dès à présent, vous puissiez définir de par vous-même cette notion qui est le contentieux administratif. C'est pour ça que nous nous répétons afin que vous puissiez rapidement appréhender cette notion de base. Donc, en ce sens que le contentieux administratif peut donc désigner, dans un premier sens, l'ensemble des litiges qui naissent de l'activité administrative, que celle-ci soit juridique, par exemple dans le cadre d'un acte unilatéral ou encore dans le cadre d'un contrat, cela est un lien juridique mais qui relève de l'administration. Ou qu'elle soit matérielle, par exemple dans le cadre de la réalisation de travaux publics ou encore de soins médicaux, et si cela concerne l'administration, et le litige qui est né tombera dans le champ du contentieux administratif. Mais dans une deuxième acception, l'expression contentieux administratif désigne l'ensemble des procédés juridiques qui permettent d'obtenir la solution juridictionnelle des litiges que suscite l'activité de l'administration. C'est dans ce sens que nous l'étudierons ici. Nous allons avoir toutes les procédures qui entourent, pas vrai, et les solutions juridictionnelles apportées dans le cadre des litiges portés par devant et liés avec l'administration. Donc on vous dit que la deuxième acception de la notion de contentieux administratif peut désigner l'ensemble des procédés juridiques qui permettent d'obtenir la solution juridictionnelle des litiges que suscite l'activité de l'administration. Et nous disons, c'est dans ce sens que nous allons voir, c'est dans ce cadre que le cours se portera. Dans la contestation,
S'il n'y a pas l'administration, qui est considérée comme étant une personne publique, s'il n'y a pas l'administration, le litige ne pourra pas tomber dans le champ du contentieux administratif. C'est-à-dire, un exemple simple, s'il y a un litige entre deux individus, deux personnes privées, automatiquement, ce litige ne peut pas tomber dans le champ du contentieux administratif. Parce que les personnes privées dont il s'agit ne font pas partie de l'administration. Donc, en ce sens, pour parler de contentieux administratif, au prime abord, il faut que le litige concerne au moins l'administration. L'une des parties doit être inévitablement et nécessairement l'administration. L'administration peut être sujette à des conflits avec d'autres membres de l'administration, des personnes privées, d'autres personnes morales, etc. Mais pour que cela tombe dans le champ du contentieux administratif, il faut nécessairement qu'il y ait l'administration comme étant l'une des parties liées au litige. C'est ainsi qu'on dit, le litige ayant un lien avec le fonctionnement du service public ou la mise en œuvre des procédés exorbitants du droit commun, caractérisant l'action de l'administration. Encore une fois, nous répétons pour dire que le litige dont il s'agit, il faut qu'au moins une des parties soit l'administration. Si l'administration n'est pas partie dans le cadre du litige, on ne pourra pas porter l'affaire dans le champ du contentieux administratif. Donc, ainsi, on vous dit le contentieux administratif correspond donc au contentieux des litiges administratifs, c'est-à-dire des litiges qui relèvent de l'administration. Des litiges qui relèvent de l'administration. Donc, en conséquence, on peut dire que l'étude du contentieux administratif comporte globalement tout ce qui touche au règlement des litiges administratifs, tels que organisation structurelle ou contentieux, tels que les règles de procédure devant les juridictions administratives, tels que la répartition des compétences, tels que le mécanisme de résolution des recours, etc., etc. Donc, en ce sens, le champ d'étude du contentieux administratif, pas vrai, se situe à partir de l'existence de l'administration publique comme étant l'une des parties liées au litige. Si l'administration, encore une fois, n'est pas concernée par le litige dont il s'agit, par le litige qui est porté par devant la juridiction compétente, on verra plus tard de quelle juridiction dont on parle, automatiquement, on ne pourra pas parler de contentieux administratif. Parce que, inévitablement, dès qu'on parle de contentieux administratif, l'administration devient le point prépondérant, le point central sans lequel il n'y a pas de contentieux administratif. Nous voulons reprendre pour nous assurer que vous avez bien saisi la portée de cette notion ou encore de cette définition qui est le contentieux administratif, pour dire que le contentieux administratif désigne l'ensemble des litiges nés entre les administrés. Tels que les citoyens qui sont des administrés, c'est-à-dire des personnes privées ayant des rapports avec l'administration. Ce peut être aussi des entreprises. Les entreprises peuvent avoir des relations avec l'administration ou encore des associations, etc. Donc, toutes ces entités, pas vrai, peuvent être considérés comme étant des administrés. Pourquoi ils sont des administrés? C'est parce qu'ils entretiennent des rapports avec l'administration. Sans quel rapport avec l'administration, on ne pourra pas parler de contentieux administratif. Autrement dit,
Il s'agit des procédures judiciaires par lesquelles une personne conteste une décision ou un comportement de l'administration qu'elle estime soit illégal, soit injuste ou préjudiciable. Je reprends. Il s'agit tout au moins des procédures judiciaires par lesquelles une personne conteste une décision ou un comportement de l'administration qu'elle estime illégal, injuste ou préjudiciable. En deuxième exemple, nous pouvons parler d'un citoyen qui attaque une décision d'expropriation. Vous savez que la loi accorde des droits à des citoyens, par exemple le droit de propriété. Si l'État doit enlever ce droit aux citoyens, l'État doit respecter tout un ensemble de règles qui sont prévues en matière d'expropriation. Et si le citoyen estime que l'État a violé l'une de ces règles en matière d'expropriation, le citoyen est en droit de saisir la juridiction compétente pour demander d'annuler cette décision d'expropriation. Donc en ce sens, vous voyez que, encore une fois, l'élément commun dans ces deux actions, la première action qui est portée par le fonctionnaire et la deuxième action en matière d'expropriation, l'élément commun, c'est l'administration. C'est-à-dire un acte de l'administration qui est que le citoyen a attaqué. Et enfin, un autre exemple, une entreprise qui conteste l'attribution de marchés publics à un concurrent. L'administration a fait un appel d'offres, par exemple, et un concurrent a eu gain de cause, à savoir a eu l'attribution de marchés publics. Si l'une des entreprises concurrentes estime que les règles de l'art en matière de marché public n'ont pas été respectées, automatiquement cette entreprise est en droit de contester cette décision prise par l'administration dans le cadre de ce marché public. Donc, cela fait intervenir le champ du contentieux administratif. Vous voyez, dans les trois exemples que nous venons de prendre, l'élément commun dans ces trois exemples, c'est toujours l'administration. S'il n'y a pas la présence de l'administration, nous ne tomberons pas dans le champ du contentieux administratif. Il y a une remarque importante qu'il faut faire ressortir avant de poursuivre, c'est que le contentieux administratif ne vise pas uniquement les litiges. Il a aussi pour rôle de contrôler la légalité des actes de l'administration et de protéger les droits des administrés face à l'administration. Je reprends cette remarque, encore une fois, qui est importante, c'est-à-dire, il ne faut pas croire que dès qu'on parle de contentieux administratif, c'est toujours une question de litige et de contestation, mais il existe aussi d'autres volets qui concernent le contentieux administratif. Et parmi ce volet, on peut dire que le contentieux a aussi pour rôle de contrôler la légalité des actes de l'administration et de protéger les droits des administrés face à l'administration. Un exemple, encore une fois, un exemple concret. Si un citoyen haïtien estime qu'une décision de la Direction générale des impôts lui imposant une taxe est illégale, il peut saisir la juridiction compétente qu'on verra plus tard, qu'on appelle la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, communément appelée CSCCA, pour contester cette décision. Ce recours rentre dans le champ du contentieux administratif. Je reprends encore l'exemple, c'est très simple et clair pour permettre de mieux vous situer dans la matière. C'est que si un citoyen haïtien estime qu'une décision de la DGI, qui est la Direction générale des impôts, qui lui a imposé une taxe et que cette taxe serait illégale, le citoyen dont il s'agit est en droit
de saisir la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, qui n'est autre que la juridiction compétente en matière administrative, cette juridiction qu'on appelle aussi CSCCA, pour contester cette décision. Donc, nous voyons très clairement que ce recours entre dans le champ du contentieux administratif. Nous allons passer directement dans le deuxième point de notre premier chapitre, qui est l'importance du contentieux administratif dans l'état de droit et la protection des administrés. En d'autres termes, quel est le rôle, quelle est l'importance du contentieux administratif? Est-ce important que cette matière puisse exister? Quelle est la raison d'être, pas vrai, de cette matière qu'on appelle contentieux administratif? Donc, pour répondre rapidement, on peut dire que le contentieux administratif occupe une place centrale dans tout état de droit. Je reprends. Le contentieux administratif occupe une place centrale dans tout état de droit. Pourquoi? Car il permet de soumettre l'administration à la loi et d'éviter l'arbitraire. Je reprends. Car il permet de soumettre l'administration à la loi et d'éviter l'arbitraire. Il constitue, entre autres, un rempart contre les abus de pouvoir et garantit aux citoyens la possibilité de défendre leurs droits face à l'administration. Cet élément est extrêmement important pour situer l'importance de cette matière qu'on entend par contentieux administratif. Son rôle principal, nous disons que c'est une matière qui occupe une place centrale dans tout état de droit. Parce que cette matière qui est le contentieux administratif permet de soumettre l'administration à la loi et d'éviter l'arbitraire. Il constitue un rempart contre les abus de pouvoir et garantit aux citoyens la possibilité de défendre leurs droits face à l'administration. Donc, le premier point qu'on va voir dans cette catégorie d'importance, c'est le point de la protection des droits individuels. Prenons un exemple rapidement. Si un fonctionnaire est sanctionné injustement par son administration, il peut saisir le juge administratif pour faire annuler la sanction et obtenir réparation. Parce que nécessairement, cette sanction injuste qu'a subie le fonctionnaire probablement lui a causé des préjudices. Donc en ce sens, le juge administratif non seulement aura le pouvoir d'annuler cette sanction prise par l'administration, mais aussi permettra au fonctionnaire d'obtenir des réparations par le tort qui lui a été causé par cette sanction. D'autres points qu'on va voir, c'est ce qu'on appelle le contrôle de la légalité administrative. Le contrôle de la légalité administrative. Le contentieux administratif permet de vérifier que les actes administratifs tels que les décrets, les arrêtés, les décisions individuelles prises au sein de l'administration respectent la loi. C'est-à-dire, le contentieux administratif ne vise pas uniquement les questions de litige et de contestation nées entre les administrés et l'administration, mais il y a un autre volet, il y a d'autres volets qui tombent dans le champ du contentieux administratif, on l'avait vu tantôt, et ce volet n'est autre que la vérification des actes administratifs pour déterminer si ces actes, pas vrai, respectent les dispositions de la loi. Ainsi, en exemple, on peut dire, si une mairie prend un arrêté illégal de démolition d'un bâtiment, le propriétaire
est en droit de demander son annulation par devant un juge administratif. C'est vrai que dans l'exemple que nous venons de prendre, il y a un litige qui va naître entre le propriétaire et l'administration qui n'est autre que la mairie, mais aussi c'est en raison d'un arrêté et l'arrêté va être jugé par le juge administratif pour savoir est-ce que l'arrêté est légal ou l'arrêté est illégal. Donc en ce sens, le juge administratif non seulement est compétent pour juger des litiges nés entre les administrés et l'administration, mais est en droit aussi de pouvoir statuer sur la légalité des actes pris par l'administration. Que ces actes soient des décrets, que ces actes soient des arrêtés, etc. Donc, je reprends succinctement. Le contentieux administratif dans son champ d'intervention concerne au préalable des litiges qui peuvent naître des administrés et de l'administration, mais le champ du contentieux administratif s'élargit sur la vérification des actes pris au sein de l'administration, des actes administratifs qui peuvent être, comme nous avions dit tantôt, soit des décrets, soit des arrêtés ou encore tout autre acte administratif que vous avez appris, j'en suis certain, dans le cours de droit administratif. Autre point qu'on va voir dans le cadre de l'importance du contentieux administratif dans l'état de droit, c'est le renforcement de la confiance dans les institutions. Le renforcement de la confiance dans les institutions. Donc en ce sens, en offrant aux citoyens un recours effectif contre les décisions de l'administration, le contentieux administratif contribue à la transparence et à la responsabilisation des autorités publiques. Je reprends. Si le citoyen a confiance dans l'administration, automatiquement, nous pouvons parler d'état de droit. Donc, l'existence du contentieux administratif va permettre au citoyen, s'il se sent victime d'un acte de l'administration, de pouvoir saisir une juridiction qui aura à statuer sur son cas. Et cela va rehausser la confiance du citoyen dans l'administration. Parce que le citoyen saura, si toutefois il est victime d'un acte irrégulier, d'un acte illégal, d'un abus de pouvoir de la part de l'autorité publique, de la part de l'administration, il y a un endroit où il pourra aller pour faire valoir ses droits et cette juridiction sera à même de lui garantir ses droits qui auraient été violés par un acte administratif ou encore par l'administration tout court. Donc en ce sens, cela renforce, pas vrai, la confiance du citoyen dans les institutions de l'administration publique. Un exemple concret de ce que nous venons de dire, c'est que dans le contexte haïtien où la méfiance envers les institutions est parfois forte, la possibilité de contester les décisions administratives devant la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif est essentielle pour restaurer la confiance des citoyens dans l'État. Parce que le citoyen ne doit pas avoir le sentiment d'être toujours victime du poids ou encore des abus de l'administration de son État. C'est pour cette raison, étant donné qu'il y a une juridiction qui soit à même de trancher ces genres de litiges, une juridiction qui soit à même d'annuler ou encore de vérifier la légalité des actes pris au sein de l'administration, automatiquement cela va renforcer la confiance des citoyens, pas vrai, dans l'administration, encore dans l'état de droit. D'où l'importance véritable de cette matière qu'on entend par le contentieux administratif. Nous poursuivons
Nous allons voir maintenant les spécificités du contentieux administratif haïtien. Parce que si on fait du droit comparé, on ne va pas en faire véritablement ici, mais on pourrait voir qu'il y a certaines différences entre le droit, le contentieux administratif en Haïti et le contentieux, comme nous calquons notre droit directement de la France, du contentieux administratif français. Le contentieux administratif haïtien présente certaines particularités liées à l'histoire, à la structure de l'État et à l'évolution du droit public en Haïti. Par exemple, si on prend la CSCCA, en Haïti, elle est considérée comme étant une juridiction administrative suprême. Exemple, en France, il y a des juridictions administratives pour chaque canton, disons. Par exemple, dans chaque grande ville, il y a une juridiction administrative qui est chargée de trancher les litiges au sein de cette ville. Mais pour Haïti, il n'y a qu'une seule juridiction à caractère administratif, qui n'est autre que la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Étant donné que nous avons des juridictions, au sein de ces juridictions, il n'y a pas une juridiction administrative. Il n'y a qu'une seule qui existe à Port-au-Prince, ce n'est que la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. En plus, on peut dire qu'en Haïti, la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif joue un double rôle. Elle contrôle la gestion des finances publiques, c'est ce qu'on appelle la fonction de Cour des comptes, et elle juge les litiges administratifs. C'est la fonction du contentieux administratif. C'est-à-dire la CSCCA a deux rôles hybrides, deux rôles en même temps. C'est-à-dire, premièrement, c'est de contrôler la gestion des finances publiques. Donc, c'est cette fonction qu'on appelle la fonction de la Cour des comptes. Et il joue un rôle juridictionnel, c'est-à-dire capable de trancher les litiges, qui est la fonction du contentieux administratif. Donc, autre caractéristique qu'on peut relever dans le cadre de manière spécifique en contentieux administratif en Haïti, c'est que au sein des tribunaux de première instance, il n'existe pas de tribunal administratif. Je reprends, c'est absence de tribunaux administratifs de première instance. Contrairement à la France, où il existe un réseau de tribunaux administratifs, en Haïti, la CSCCA est souvent saisie directement, ce qui peut entraîner une surcharge de la juridiction et des délais de traitement beaucoup plus longs. Donc, ce qu'il faut retenir ici, surtout, c'est que la CSCCA est considérée comme étant la seule juridiction administrative pour le pays. La seule juridiction administrative pour le pays. Donc, au sein des tribunaux de première instance, il n'existe pas de tribunal administratif. Donc, la Cour supérieure des comptes administratifs joue deux rôles, deux fonctions. Une fonction de Cour des comptes, c'est-à-dire qui contrôle la gestion des finances publiques, et un rôle de contentieux administratif, c'est-à-dire chargé de trancher les litiges nés de l'administration. J'espère que jusque-là tout est clair pour tout chacun. Nous poursuivons toujours dans le cadre des spécificités du contentieux administratif. Voyons qu'il existe une certaine influence du droit français et d'adaptation locale. Le droit administratif haïtien s'inspire du modèle français, mais il a été adapté au contexte local, notamment en ce qui concerne la procédure et l'organisation des juridictions. Nous relevons aussi que cela entraîne des problèmes d'accès à la justice administrative. Par exemple,
En fait, nous venons de dire qu'il n'y a que la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif qui est considérée comme étant une juridiction administrative. Et cette juridiction se retrouve à Port-au-Prince. Vous voyez que le calvaire de celui qui est au niveau de la Grand'Anse, celui qui est au niveau du département du Sud-Est, celui qui est au niveau du département du Nord-Est, du Nord-Ouest, quelle péripétie que ces personnes, ces administrés peuvent avoir pour saisir cette juridiction unique qui n'existe qu'à Port-au-Prince. Donc en ce sens, les citoyens haïtiens, surtout en province, rencontrent parfois d'innombrables difficultés pour accéder à la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, en raison de la centralisation à Port-au-Prince et du manque d'informations sur leurs droits. L'exemple, on pourrait prendre beaucoup d'exemples. Un citoyen de Jacmel souhaitant contester une décision de la mairie doit inévitablement se déplacer à Port-au-Prince pour saisir la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, ce qui peut représenter un obstacle matériel et financier important. D'où la nécessité, en passant, à ce que les dirigeants puissent penser, comme ils parlent souvent de décentralisation, à doter les tribunaux de première instance, pas vrai, d'une cellule ou encore d'une chambre administrative. Cela pourrait aider les citoyens à avoir accès beaucoup plus facilement, pas vrai, à cette juridiction combien importante, pas vrai, dans le cadre de l'état de droit pour les citoyens. Nous allons poursuivre pour voir ce qu'on appelle la notion d'approche des solutions aux litiges administratifs. C'est-à-dire, il n'est pas... On peut dire que il n'est pas toujours obligatoire d'aller par devant la juridiction administrative pour trancher les litiges. Il y a d'autres mécanismes que la loi prévoit aussi en matière de litige administratif sans faire référence au tribunal coercitif. C'est ce que nous allons essayer de voir rapidement dans ce nouveau point du premier chapitre que nous sommes en train de développer. Deux catégories de solutions existent en matière de litige administratif. Premièrement, il y a les solutions dites juridictionnelles, c'est-à-dire celles qui sont portées par devant le tribunal qui n'est autre que la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, et les solutions non juridictionnelles qu'on appelle les autres types de décisions que nous allons voir rapidement. Vous savez déjà les solutions juridictionnelles. Les solutions juridictionnelles, ce sont celles qui sont portées par devant la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, qui aura pour obligation de trancher des litiges nés entre les administrés et l'administration. Et nous avons aussi vu que cette Cour est capable de décider sur la légalité des actes pris par l'administration, que ce soit des décrets, des arrêtés, etc. Maintenant, nous allons essayer de voir un autre aspect de cette question, c'est les solutions non juridictionnelles qui relèvent, pas vrai, du contentieux administratif. Il y a un professeur qu'on appelle Obi, J.M. Obi. Il a retenu 3 solutions juridictionnelles applicables au litige administratif. Il y a le règlement par accord entre les parties, en tout premier lieu. Ensuite, il y a le règlement par un organe public non juridictionnel et extérieur à l'administration et le règlement par l'administration. Je reprends. Il y a encore d'autres que nous verrons au fur et à mesure.
La première catégorie qu'on retrouve, c'est le règlement par accord entre les parties. Le règlement par accord entre les parties. Dans cette catégorie, on peut retrouver deux sous-embranchements. Il y a la transaction et l'arbitrage. Donc, la transaction et l'arbitrage sont deux principaux modes de règlement reposant sur l'accord des parties. On disait que la transaction et l'arbitrage sont deux principaux modes de règlement reposant sur l'accord des parties. Donc, qu'est-ce qu'on entend par transaction? La transaction est prévue par le Code civil haïtien. C'est l'article 1810 du Code civil qui nous dit que c'est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. Toutefois, la transaction ne saurait passer outre les règles réputées comme étant d'ordre public. Elle est également pratiquée aussi en d'autres matières telles que les assurances. Donc voici une première forme de solution de litige qui est prévue par la loi qui soit en dehors de la structure juridictionnelle. C'est pour cette raison qu'on parle de solution non juridictionnelle. La première, c'est la transaction. La deuxième, c'est l'arbitrage. Qu'est-ce qu'on entend par arbitrage? L'arbitrage est une procédure par laquelle les parties en litige décident de recourir à un tiers, qu'on appelle généralement un arbitre, et acceptent d'avance de se conformer à sa sentence. Voici, comme on avait dit tantôt, les deux modes de règlement reposant sur l'accord des parties. Donc ces deux modes de règlement, c'est la transaction et l'arbitrage que nous venons tout juste de donner une définition. Pour poursuivre avec l'arbitrage, nous disons que l'arbitrage peut être suivi d'une homologation par un juge. C'est-à-dire les deux parties peuvent, en présence de l'arbitre, arriver à une entente et cet acte qui consacrera cette entente peut être homologué par un juge ou encore visé par un juge. La décision de l'arbitrage a une autorité de choses jugées et est obligatoire pour les parties. L'arbitrage fait partie des procédures et règlements judiciaires en droit international. Je suis sûr que vous avez eu des cours de droit civil et probablement des cours de droit des obligations. Dans ces cours, vous avez quand même vu ces notions qu'on appelle transaction et arbitrage que vous avez probablement appréhendé ultérieurement. Nous poursuivons. Nous allons voir une notion qui soit importante. Est-ce qu'il y a une distinction entre droit administratif et contentieux administratif? Ultérieurement, vous avez eu un cours de droit administratif. Et aujourd'hui, vous avez un cours de contentieux administratif. Est-ce qu'il existe une différence entre ces deux matières? Répondons rapidement pour dire que le droit administratif est une branche du droit public qui régit l'organisation et le fonctionnement de l'administration publique ainsi que ses rapports avec les citoyens. Il traite les règles générales de l'action administrative. Je reprends. Le droit administratif est une branche du droit public qui régit l'organisation et le fonctionnement de l'administration publique ainsi que ses rapports avec les citoyens. Il traite des règles générales de l'action administrative.
Tandis que le contentieux administratif, lui, représente la dimension juridictionnelle du droit administratif. Je reprends. Le contentieux administratif représente la dimension juridictionnelle du droit administratif. Il intervient lorsqu'un litige naît entre l'administration et un administré. Il intervient quand un litige naît entre l'administration et un administré. Donc, en résumé, le droit administratif gère les règles de fond, telles que les notions d'organisation, de pouvoir, d'acte de l'administration, et tandis que le contentieux administratif gère l'application des règles, de ces règles en cas de conflit. Je reprends. C'est que pour le droit administratif, son étude se porte sur des règles de fond, telles que les notions d'organisation, notions de pouvoir, notions d'acte de l'administration, etc. Tandis que le contentieux administratif, pas vrai, se porte sur l'application de ces règles en cas de conflit. Vous vous rappelez tantôt que nous avions dit que le contentieux administratif se portait sur deux volets. Un volet tendant à trancher les litiges nés de l'administration, entre l'administration et les administrés. Et aussi l'autre volet qui est le contrôle de la légalité des actes posés par l'administration. Nous allons essayer un petit peu de voir les différents aspects liés à la notion de contrôle de la légalité administrative. Disons, nous allons essayer de voir ça en détail. Le contentieux administratif permet de vérifier que les actes administratifs, tels que les décrets, arrêtés, etc., respectent la loi. Par exemple, si une mairie prend un arrêté illégal, le propriétaire, un arrêté en matière de démolition ou encore d'expropriation, le citoyen est en droit de saisir la juridiction administrative, non pas seulement dans le cadre du litige, mais de demander à la juridiction de trancher sur la légalité de l'acte pris par l'administration. Donc, c'est-à-dire l'action du citoyen peut porter sur deux angles. Un angle en raison du litige lui-même et un autre angle pour demander l'annulation de l'acte que le citoyen jugerait illégal, prise par l'administration. Nous allons renchérir pour parler des principes fondamentaux du contentieux administratif. Les principes fondamentaux du contentieux administratif. Voici les principaux principes qui régissent le contentieux administratif. Premièrement, il y a le principe de légalité. Premièrement, il y a le principe de légalité. En ce sens que l'administration ne peut agir que dans le cadre de la loi. Tout acte contraire à la loi est susceptible d'être annulé par le juge administratif. C'est-à-dire tout ce que fait l'administration doit respecter la loi. L'administration ne peut pas agir en dehors des cadres fixés et prévus par la loi. C'est ainsi
que l'administration va respecter le principe de légalité. Si tel n'est pas le cas, en d'autres termes, tout acte contraire à la loi est susceptible d'être annulé par le juge administratif. Le deuxième principe qu'on retrouve dans le cadre de l'étude du contentieux administratif, c'est le principe de séparation des pouvoirs, qu'inévitablement, en tant qu'étudiant en droit, que vous connaissez et que vous maîtrisez très bien, je suppose. Donc, c'est le principe inspiré de Montesquieu. Ce principe implique que le pouvoir judiciaire ne peut interférer avec les décisions relevant du pouvoir exécutif, sauf dans le cadre des contentieux prévus par la loi. Sauf dans le cadre des contentieux prévus par la loi. Dans la Constitution même, il est prévu que les trois pouvoirs sont indépendants. Et les trois pouvoirs sont séparés. Aucun pouvoir ne peut s'immiscer dans les attributions d'un autre pouvoir. Ça, c'est certain. Mais sauf dans ce cas, dans le cadre des contentieux prévus par la loi. Donc, en ce sens, la juridiction coercitive, c'est la juridiction peut agir dans les cadres des décisions prises par l'exécutif. C'est seulement dans le cadre des contentieux et cela relève, comme nous l'avions vu bien avant, du contentieux administratif. C'est-à-dire l'administration qui est en réalité est du domaine du pouvoir exécutif. La loi va permettre à une juridiction à caractère, entre parenthèses, j'ai bien dit, entre parenthèses, judiciaire, à interférer dans les actes de l'administration qui relèvent du pouvoir exécutif. Donc, c'est une exception qu'on retrouve uniquement dans cette matière qui est le contentieux administratif. Donc, c'est-à-dire, en Haïti, cette séparation se traduit par l'existence d'une juridiction spécialisée qui est la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif pour juger les litiges administratifs. Autre principe qui relève du contentieux administratif, c'est le principe du contradictoire. C'est le principe de contradictoire. Nous avions vu jusque-là qu'il existe le principe de légalité. Deuxièmement, il existe le principe de séparation des pouvoirs. Et en troisième lieu, il y a le principe du contradictoire. En ce sens que les parties doivent pouvoir faire valoir leurs arguments respectifs dans le cadre d'un procès équitable. Je reprends. En quoi consiste le principe de contradictoire que vous connaissez déjà, j'en suis certain. Dans tout procès, le principe du contradictoire est un élément prépondérant. Il ne saurait exister en procès sans le principe du contradictoire. C'est-à-dire chaque partie a droit à se présenter par devant la juridiction qui est appelée à trancher un litige quelconque. C'est en ce sens que les parties doivent pouvoir faire valoir leurs arguments respectifs dans le cadre d'un procès équitable. Et c'est ce principe qu'on appelle le principe du contradictoire. En quatrième lieu, il y a le principe d'impartialité du juge administratif. Le juge ne peut pas être impartial. C'est une garantie que la loi accorde aux parties lorsqu'elle saisit un juge, que le juge soit impartial. C'est ce qui garantit le droit de toute personne qui se présente par devant une juridiction en vue de demander à cette juridiction de trancher un litige. En ce sens,
le juge doit être neutre. En ce sens que le juge doit être neutre. Le juge ne peut pas prendre effet et parti d'une des parties qui est présente par devant lui. Le juge doit être indépendant et ne pas avoir de lien d'intérêt avec l'administration en cause ou encore avec l'administré qui est partie au procès. Le juge doit être neutre, indépendant et ne pas avoir de lien d'intérêt avec l'administration en cause ou la partie qui est en litige par devant sa juridiction. Et enfin, nous allons voir le principe de la légalité des armes. Qu'est-ce qu'on entend par légalité des armes? C'est-à-dire que chaque partie au procès administratif, qu'il s'agisse de l'administration, qu'il s'agisse de l'administré, doit avoir les mêmes moyens procéduraux pour défendre leurs droits. Les parties, qu'il s'agisse de l'administré lui-même, qu'il s'agisse de l'administration, les parties doivent avoir les mêmes moyens procéduraux pour défendre leurs droits. Et c'est ce principe qu'on appelle le principe de l'égalité des armes. Nous poursuivons toujours. Nous allons voir un autre point qui est cette notion de dualisme juridictionnel. Que vous connaissez déjà, j'en suis certain. Qu'est-ce qu'on entend par dualisme juridictionnel? C'est une caractéristique majeure du système juridique haïtien. Bien sûr, hérité du droit français. Il signifie qu'il existe deux ordres de juridiction distincts. Vous le savez déjà, d'une part, il y a l'ordre judiciaire et d'autre part, il y a l'ordre administratif. D'une part, il y a l'ordre judiciaire et d'autre part, il y a l'ordre administratif. L'ordre judiciaire, vous le savez déjà, est compétent pour les litiges entre les particuliers. Par exemple, en matière de vol, en matière de divorce, conflit de voisinage, etc. Donc tout ça relève du champ, pas vrai, de l'ordre judiciaire. Tandis que pour l'ordre administratif, c'est-à-dire cet ordre est compétent pour les litiges entre l'administration et les administrés. Exemple, contestation de permis de construire, un acte de nomination, une décision fiscale, tout ça relève du rapport, pas vrai, de l'administration avec les administrés. C'est ainsi que la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif est la juridiction compétente pour l'ordre administratif en Haïti. C'est la seule juridiction qui soit compétente véritablement en termes de juridiction, pas vrai, on verra une nuance plus tard. En termes de juridiction, c'est la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif qui est chargée de trancher les litiges nés entre l'administration et les administrés. À savoir, elle est compétente pour l'ordre administratif en Haïti. Attention, cette séparation rend parfois la saisine difficile pour le citoyen qui doit d'abord identifier le bon juge compétent. C'est-à-dire la ligne de démarcation entre le judiciaire et l'administratif, parfois, la ligne est très fine. C'est ce qui présente parfois une certaine difficulté pour le citoyen de savoir par devant quelle juridiction porter son action. Je prends un exemple. Si un policier donne une contravention à un citoyen et que le citoyen n'est pas d'accord avec cette décision prise par le policier, à savoir n'est pas d'accord avec la contravention. C'est un acte en réalité qui relève de l'administration. Mais dans la pratique haïtienne, cette contravention généralement est portée par devant le juge de paix, qui est un juge qui relève de la juridiction, de l'ordre judiciaire.
Mais par contre, l'acte en soi, c'est un acte de l'administration. Si c'est un acte de l'administration, la juridiction compétente ne devrait être que la juridiction administrative. Donc, en ce sens que ce litige devait être porté par devant la juridiction administrative qui est autre que la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Vous voyez que la démarcation, la ligne véritablement entre l'ordre judiciaire et l'ordre administratif, des fois présente une certaine difficulté pour le citoyen de savoir quelle juridiction saisir dans tel ou tel cas précis. Nous poursuivons. Nous allons voir la notion de source en matière de contentieux administratif. Où est-ce que le contentieux administratif va puiser pour lui habiliter à trancher les litiges nés entre l'administration et les administrés? C'est cette fameuse question que nous allons essayer de répondre à travers les différentes sources qui vont donner naissance à cette matière qui est le contentieux administratif. La première des sources, la source mère si on peut dire, n'est autre que la Constitution. C'est ce qu'on entend par les sources constitutionnelles. Les sources constitutionnelles. La Constitution haïtienne de 1987 constitue la base du contentieux administratif. Elle consacre, premièrement, l'autonomie de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, que l'on retrouve dans l'article 206 de cette Constitution. Lequel article en précise? La Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif est une juridiction financière, administrative et autonome. Je reprends. C'est la Constitution de 1987, encore en vigueur, qui consacre l'existence, pas vrai, de cet ordre juridictionnel, de cet ordre administratif, qui est exercé par une cour qu'on appelle la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Et en son article 206, la Constitution précise que la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif est une juridiction financière, administrative et autonome. Et lorsqu'on se réfère à l'article 59 de cette même Constitution, cet article va consacrer un principe qu'on a vu antérieurement, qui est le principe de séparation des pouvoirs. Lequel article fait interdiction aux juges judiciaires de s'immiscer dans les actes administratifs. Je reprends. C'est pour voir la décantation qui est faite au sein même de la Constitution de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif. Même le juge judiciaire ne peut pas statuer sur un acte de l'administration. En disant que, c'est l'article 59, qui dit interdiction au juge judiciaire de s'immiscer dans les actes administratifs. C'est pour cette raison que tantôt nous avons pris l'exemple de la contravention qu'aurait donné un agent de la force publique à un citoyen. Cet acte, nous disons, c'est un acte administratif. Mais pourtant, dans la pratique en Haïti, cet acte, si cet acte doit être contesté, habituellement, cet acte est contesté par devant un juge de paix qui relève de l'ordre judiciaire. Tandis que l'article 59 de la Constitution nous dit clairement et sans embâche que il est interdit aux juges judiciaires de s'immiscer dans les actes administratifs. Donc cet acte pris par le policier, c'est un acte de l'administration, il agit au nom de l'administration.
Le juge de paix est en droit de pouvoir trancher sur ce acte pendant que la Constitution même en son article 59 fait interdiction au juge judiciaire de le faire. Donc, c'est à vous de me donner la réponse. Donc, j'attends avec impatience votre réflexion sur ce point. Donc, nous pouvons prendre un autre exemple rapidement. Un arrêté municipal pris au Cap haïtien peut être contesté par devant la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif pour violation des droits constitutionnels. Exemple, le cas d'expropriation sans indemnisation. Par exemple, vous savez, pour pouvoir exproprier quelqu'un, inévitablement, il faut l'indemniser. Si tel n'a pas été le cas, cette personne victime de ce cas d'abus de la part de l'administration est en droit de saisir la juridiction compétente, qui est la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, pour vider ce litige. Donc, la première source qui donne existence à la notion de contentieux administratif, c'est la Constitution. Nous venons de le voir dans deux articles principalement, dans l'article 206 et aussi dans l'article 59 de la Constitution. Nous allons voir aussi qu'il existe des sources législatives et réglementaires. Deuxième catégorie de sources, à part les sources constitutionnelles, il existe aussi les sources législatives et réglementaires. Nous allons nous référer à des textes anciens, particulièrement le décret du 21 janvier 1959, qui restaure les compétences contentieuses de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif après leur suppression temporaire. Notre première référence en matière législative, c'est au décret du 21 janvier 1959. Il y a un autre décret qui est le décret du 4 novembre 1983. Dans ce décret définit les compétences de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif en matière de litige administratif. C'est l'article 5 du décret du 4 novembre 1983 qui le prévoit. Donc vous voyez que la juridiction, c'est la loi même qui définit la compétence de cette juridiction à caractère administratif, qui n'est autre que la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Dans ce même décret, qui est le décret du 4 novembre 1983, il prévoit le recours en annulation pour excès de pouvoir contre les actes administratifs illégaux. Donc, au regard de la loi et du décret du 21 janvier 1959, du 4 novembre 1983, vous voyez l'existence du contentieux administratif. C'est-à-dire le contentieux administratif tire par vrai, non pas son origine, mais son essence dans un texte légal. Un texte qui n'est autre qu'un décret. Mais le décret qui actuellement est en vigueur, c'est le décret du 23 novembre 2005. Dans ce décret a prévu d'étendre la compétence de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif aux collectivités territoriales et aux comptables publics. C'est-à-dire, dans ce nouveau décret, en fait, dans le décret de 2005, on va élargir le cadre de compétences de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, lui donnant possibilité de pouvoir trancher les litiges qui concernent les collectivités territoriales et aussi les comptables en public. Ce même décret, dans son article 26, instaure des chambres administratives spécialisées et précise les voies de recours concernant cette chambre spécialisée. Nous allons poursuivre avec les lois organiques.
Les lois organiques, bien sûr, qu'on retrouve au sein du décret de 2005. Ces lois régissant la procédure administrative telles que les délais de recours, les conditions de recevabilité et le statut des magistrats administratifs. Tout ça complète un cadre général qu'on retrouve dans l'article 9 du décret de 2005. Un exemple simple et pratique pour corroborer ce que nous venons de dire. Un citoyen souhaitant contester une amende fiscale doit déposer un recours gracieux auprès de la DGI avant de saisir la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, conformément au délai fixé par la loi. Donc, comme source, jusque-là, nous voyons, il existe les sources constitutionnelles, il existe les sources dérivées de la loi et des règlements, et nous allons voir qu'il existe aussi des sources jurisprudentielles avant d'entamer les sources internationales. Pour les sources jurisprudentielles, la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif produit une jurisprudence qui, premièrement, interprète les textes. Par exemple, il y a une définition qui a été donnée à la notion de détournement de pouvoir dans les décisions administratives. C'est-à-dire, la Cour a la possibilité d'interpréter les textes. Et les arrêts rendus par la Cour va former, lorsque l'ensemble de ces arrêts deviennent constantes pour le même champ, automatiquement cela va former la jurisprudence. Cette jurisprudence va consacrer aussi des principes non écrits comme l'égalité devant les charges publiques. Par exemple, un cas d'annulation d'une taxe municipale discriminatoire. Nous allons prendre, toujours dans le cadre des jurisprudences, nous allons prendre un exemple historique qui est survenu en 1957, où la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif avait jugé illégal un contrat de concession minière signé sans consultation préalable des populations locales, créant un précédent en matière de transparence. C'est une jurisprudence qui a fait écho au sein du monde de la basoche. C'était depuis, bien sûr, ça remonte à quelques temps, pour ne pas dire à longtemps. En 1957, la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif avait rendu un arrêt où la Cour avait jugé illégal un contrat de concession minière signé sans consultation préalable des populations locales. Cela a créé, bien sûr, un précédent en matière de transparence. Il y a un autre cas qui est un peu plus récent, qui remonte à 2020, où la Cour avait annulé un contrat de gestion des déchets à Port-au-Prince pour violation des règles de concurrence, s'appuyant sur sa jurisprudence antérieure en matière de transparence. Je reprends. Cette référence jurisprudentielle, on la retrouve en fait sortie en 2020. La Cour avait annulé un contrat de gestion des déchets à Port-au-Prince pour violation des règles de concurrence, s'appuyant sur sa jurisprudence antérieure en matière de transparence. Et enfin, comme source, nous allons voir les sources internationales. Premièrement, il y a les conventions relatives aux droits de l'homme. Les conventions relatives aux droits de l'homme. Exemple, le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le contentieux administratif puise aussi certains éléments de son existence dans ce pacte qui est le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Donc, ce pacte, certaines fois, est utilisé pour invalider les actes administratifs contraires aux libertés fondamentales. Je reprends.
Parmi les sources internationales, la première qu'on va voir, c'est le pacte, la convention, les conventions relatives aux droits de l'homme, particulièrement le pacte international relatif aux droits civils et politiques. En ce sens que, des fois, ce pacte est utilisé pour invalider des actes administratifs contraires aux libertés. Par exemple, intervention arbitraire de manifestation. Autre texte international qu'on peut considérer comme étant source en matière de contentieux administratif, il y a la Convention interaméricaine contre la corruption. La Convention interaméricaine contre la corruption. C'est une base légale pour annuler des marchés publics frauduleux. Exemple, attribution irrégulière d'un contrat de construction. Donc, application de tous ces textes, c'est que la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif a invoqué en 2020 l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques pour annuler une interdiction arbitraire de manifester à Port-au-Prince. Donc, en ce sens, vous voyez que ces textes sont considérés comme étant des références, des sources où la Cour puise pour pouvoir rendre ses arrêts en matière administrative. Donc, c'est en ce sens qu'on peut dire que les sources internationales sont aussi des sources qui permettent aux contentieux administratifs de puiser. Nous allons passer à pieds joints sur un autre aspect du cours qui est l'influence du droit comparé. Pourquoi à pieds joints? Parce que vous n'êtes pas sans savoir que le droit haïtien, par vrai, est calqué en quelque sorte sur le droit français. Tout un chacun ici présent dans le cadre de ce cours est imbu de ces questions. C'est dans ce sens que le droit administratif haïtien s'inspire largement du modèle français. Par exemple, recours pour excès de pouvoir qu'on a emprunté au Conseil d'État français, théorie des actes détachables qu'on retrouve dans l'article 24 du décret de 2005 permettant de contester une clause spécifique d'un contrat administratif. Tous ces cas, pas vrai, on les a puisés dans le droit français. Exemple d'application, la CSCCA a utilisé la jurisprudence du Conseil d'État français sur les contrats administratifs pour résoudre un litige relatif à la gestion de l'aéroport Toussaint-Louverture. Tout ceci, c'est pour vous dire qu'il y a un étroit lien existant entre le droit positif haïtien et le droit positif français, puisque l'origine de notre droit, pas vrai, provient de la famille romano-germanique des Français. Maintenant, vu que nous avions parlé des sources pour le contentieux administratif, rappelez-vous, on a vu les sources constitutionnelles, les sources légales, c'est-à-dire qui ont rapport avec la loi et les règlements. Nous avions vu les sources jurisprudentielles et enfin, nous avions vu les sources internationales. Maintenant, est-ce qu'il y a une interaction? Est-ce qu'il y a une hiérarchisation entre ces différentes normes, entre ces différentes sources? Il faut dire qu'un décret ministériel contraire à la Constitution ou à un traité international peut être annulé par la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Parce que tout un chacun ici présent dans le cadre de ce cours connaît cette grande notion de droit qui est la hiérarchisation des normes. La hiérarchisation des normes, c'est que la Constitution est la norme principale et la norme primaire. Ensuite, il y a Ainsi, lorsqu'on parle de hiérarchie des normes, un décret ministériel contraire à la Constitution ou à un traité international peut être annulé par la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. On n'est pas sans savoir aussi du principe de la primauté du droit international. Donc, en ce sens, dans la hiérarchie, il y a la Constitution,
Et en deuxième lieu, il y a les textes internationaux. En deuxième lieu, il y a les textes internationaux. En ce sens, lorsqu'on se réfère à la Constitution en son article 276-2, il est clairement dit que les traités ratifiés priment sur les lois nationales. En ce sens que la hiérarchie des normes, dans le cas de la hiérarchie des normes, un décret ministériel contraire à la Constitution ou à un traité international peut être annulé par la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. D'où le principe de la primauté du droit international sur le droit interne. En ce sens que le texte international est supérieur à la loi, c'est-à-dire est supra-légal, mais infra-constitutionnel, c'est-à-dire est inférieur à la Constitution. Donc, pour corroborer ce que nous venons de dire, on peut se référer à l'article 276-2 de la Constitution, qui précise que les traités ratifiés priment sur les lois nationales. C'est-à-dire que les traités sont supranationaux, mais infraconstitutionnels, c'est-à-dire inférieurs à la Constitution. C'est ainsi que la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif a invalidé en 2019 un décret sur les expropriations pour non-conformité avec la Convention interaméricaine des droits de l'homme. Nous allons arriver à une considération dans tout ce que nous venons de dire. On voit comment le système juridictionnel est organisé. On peut voir clairement que nous sommes en présence d'une centralisation excessive. Pourquoi? C'est parce que pour toute la République d'Haïti, il n'y a qu'une seule juridiction administrative, qui n'est autre que la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, qui est à Port-au-Prince. En ce sens, il n'existe pas de tribunaux administratifs départementaux. Dans les différentes juridictions que nous avons, les 18 juridictions, il n'existe pas au sein des tribunaux de première instance, même au niveau des cours d'appel, on pourrait penser à établir une juridiction administrative. Même parmi toutes ces juridictions, il n'existe pas de tribunaux administratifs, à l'exception de Port-au-Prince. Cela entraîne, premièrement, une lenteur des procédures, c'est-à-dire des délais de jugement dépassant souvent 2 ans, malgré les référés d'urgence qui sont prévus en l'article 25 du décret de 2005. Et aussi, il y a un accès limité aux sources internationales, à savoir peu de magistrats formés à l'utilisation du droit comparé dans les décisions. Donc, c'est un aspect qu'on retrouve dans toutes les juridictions, que ce soit les juridictions de première instance ou encore de cour d'appel. Il y a toujours un accès limité aux sources internationales. Les magistrats ont parfois crainte ou parfois sont réticents, disons plutôt, à utiliser les textes internationaux dans leurs décisions. C'est-à-dire, ils négligent en quelque sorte les sources internationales pour asseoir leurs décisions. Donc, en conclusion, lorsqu'on parle des sources qui concernent le contentieux administratif, on peut dire que les sources du contentieux administratif forment un système hybride, combinant héritage français, normes internationales et adaptation locale. Cependant, leur efficacité dépend d'une réforme structurelle telle que, ce qui est important, la décentralisation, la formation de nos magistrats pour répondre aux attentes des administrés. Vous êtes habitué avec moi dans le cadre de mes vidéos de formation, de cours, la question de répétition. Je répète. Pourquoi je répète? Je reprends toujours les notions. C'est pour que vous puissiez bien appréhender chaque notion qui est vue dans le cadre du cours. Est-ce pourquoi nous allons essayer
de reprendre avec beaucoup plus de nuances, les principes généraux qui gouvernent, pas vrai, le contentieux administratif, qui est un aspect important du cadre du corps. La séparation des autorités administratives et judiciaires. Vous savez pertinemment, comme on a déjà vu qu'il existe deux ordres juridictionnels en Haïti. Il y a l'ordre judiciaire et il y a l'ordre administratif. Et on a vu que la référence à l'article 59 de la Constitution qui interdit aux juges judiciaires de s'immiscer dans les fonctions administratives. Pas vrai? Les autorités judiciaires, les juges judiciaires ne peuvent pas s'immiscer dans les fonctions administratives. C'est prévu dans la Constitution de 1987 en son article 59. Ce principe hérité du modèle français vise quoi? Ce modèle vise à protéger l'administration des ingérences judiciaires et à garantir un contentieux spécialisé. C'est pour cette raison qu'on a inséré dans la Constitution même ce fameux article 59 qui interdit aux juges judiciaires de s'immiscer dans les fonctions administratives. Cela, c'est en vue de protéger l'administration des ingérences judiciaires et de garantir un contentieux spécialisé. Donc, si on remonte un petit peu le temps pour aller dans les textes qui existaient bien avant, pas vrai, la Constitution de 1987, on peut se référer, qui consacre ce principe, pas vrai, de séparation des autorités administratives et judiciaires, on peut se référer à une loi du 24 août 1790, déjà, de 16 et 24 août 1790, qui prévoyait déjà l'interdiction aux juges judiciaires de trancher les litiges administratifs. C'était l'article 13 de cette dite loi. Vous voyez que ça a toujours été une interrogation pour les autorités de décanter le judiciaire de l'administration. C'est extrêmement important. Pourquoi? C'est pour protéger l'administration des ingérences, pas vrai, de certains juges qui pourraient tenter à vouloir trancher contre l'administration. Mais nous allons voir qu'il y a une exception. C'est que les juridictions judiciaires peuvent statuer sur les dommages causés par des agents publics. Si un agent public, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, a causé des dommages, la réclamation, pas vrai, en réparation, peut être portée par devant les juridictions de l'ordre judiciaire. Par exemple, on peut prendre un exemple rapidement, un accident impliquant un véhicule de l'État. Si l'accident a causé des dommages, la personne victime de ces dommages peut porter sa question de réparation par devant les juridictions de l'ordre judiciaire. J'espère que jusque-là, tout est clair pour tout un chacun. Et que si toutefois il y a des questions, j'en serai ravi de répondre à vos différentes questions. Revenons un petit peu sur ce qu'on avait déjà dit lorsqu'on parlait des modes de résolution les modes de solution de litige. Dans le champ administratif, bien entendu. On avait dit qu'il y avait des solutions non juridictionnelles, telles que l'arbitrage, la transaction, etc. Et aussi, il y a une solution juridictionnelle. Maintenant, nous allons voir un petit peu le sens de cette question de solution juridictionnelle.
nous allons voir le terme de protection juridictionnelle des administrés. Il y a deux types de recours en termes de solutions juridictionnelles. Il y a un recours gracieux, il y a un recours contentieux. Je reprends. Antérieurement, nous avons parlé des modes de solution des litiges liés à l'administration. Nous avions dit qu'il existe, pas vrai, des solutions non juridictionnelles qu'on a déjà développées antérieurement. Et aussi, il y a des solutions juridictionnelles. Concernant les solutions juridictionnelles, nous disons qu'il y a deux formes de recours que nous allons voir rapidement. Il y a le recours dit gracieux et il y a le recours dit contentieux. Le recours gracieux, c'est une demande préalable à l'administration de revenir sur sa décision. Par exemple, l'administration qui a pris la décision contre vous, laquelle décision que vous voulez intenter une action, vous pouvez faire une demande par devant l'administration qui a rendu cette décision pour demander à cette administration de revenir sur cette décision. C'est ce qu'on entend par un recours gracieux. Exemple, réclamation contre une amende fiscale. Imaginez que la DGI a décidé, pour une raison ou une autre, à vous infliger en tant qu'administré une amende fiscale. Votre première démarche peut constituer non pas à saisir la Cour pour demander à la Cour de trancher directement, mais la première phase, ce sera de faire de préférence un recours gracieux par devant la Direction générale des impôts pour demander, bien sûr avec des arguments convaincants, pour demander à cette administration, à savoir la DGI, de revenir sur cette décision, en d'autres termes, d'annuler cette amende que la DGI vous aurait infligée. Et nous disons, deuxième mode de recours, c'est le recours contentieux. Si vous avez échoué par devant l'administration qui a pris la décision, l'administration qui vous a infligé par exemple une sanction, maintenant, si vous avez déjà épuisé le recours gracieux, vous pouvez maintenant entamer un recours contentieux. Contentieux maintenant par devant cette juridiction contentieuse qui est la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. C'est-à-dire la saisine de la CSCCA si l'administration maintient sa position. Maintenant, il y a tout un ensemble de procédures qui doivent être mises en branle pour arriver à la décision définitive de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. C'est sûr, nous allons plus tard voir les différentes étapes de la procédure, non seulement pour la saisine, pour les audiences, etc., pour arriver à une décision, à un arrêt définitif de la Cour. On aura à voir ça. Mais sachez que vous connaissez déjà les principes. Cette procédure, c'est une procédure contradictoire. C'est toujours une procédure contradictoire. À savoir, les parties vont pouvoir échanger leurs arguments avant même l'audience sous le contrôle des juges. La limite actuelle, c'est que l'absence des tribunaux administratifs de première instance entraîne une surcharge de la Cour avec des délais de jugement parfois excédant même jusqu'à 2 ans. Maintenant, quelles sont les garanties de la procédure en matière administrative? La première garantie qu'on a, on la retrouve directement dans la Constitution même, en son article 49. C'est-à-dire, c'est un droit à un recours effectif. Un droit à un recours effectif
À savoir que la Cour, une fois saisie, aura pour obligation de trancher le litige pour déterminer celui qui a raison, en d'autres termes, ou celui qui a tort. Tout administré peut contester un acte administratif devant la Cour. Ce droit est accordé à tout citoyen qui se serait senti victime, pas vrai, d'un acte de la part de l'administration. C'est ça qu'on entend par un droit à un recours effectif. Quel que soit le citoyen, dès qu'il estime qu'un de ses droits aura été violé par l'administration, il est en droit de saisir la Cour pour demander à la Cour de trancher à cette question. C'est un droit au recours effectif prévu en la Constitution, en son article 49. Maintenant, il y a des délais qu'on doit respecter en matière de recours, généralement de 60 jours à compter de la notification de l'acte, etc., etc. Je vais Nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui, pour vous permettre d'assimiler les différentes notions que jusque-là nous avions vues, et nous allons nous arranger pour vous faire parvenir la suite du cours dans une prochaine vidéo sous peu. Nous vous souhaitons bonne fin de journée ou encore bonne nuit, dépendant de l'heure à laquelle vous suivez ce cours. À très bientôt. Merci de votre attention. À très bientôt. Bye bye.